Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus. D'accord? Alors, pourquoi bonus? Parce que on va essayer de parler de trucs qui sont un peu poussés et qui sortent un peu du cadre. En fait, aujourd'hui on va faire aussi pas mal de maths. Alors, vous en faites pas. C'est prévu pour les personnes qui ont pas fait de maths depuis longtemps ou qui sont pas très à l'aise avec les maths. Vous en faites pas. Et ça, on verra ça dans une deuxième partie. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'inflation, d'accord? Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de l'inflation? Pas forcément par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou des choses comme ça. C'était surtout par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur le Bitcoin, où j'avais amené beaucoup d'éléments qui ont un rapport avec l'inflation. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément ce que c'est l'inflation. C'est quelque chose de très technique, hein. L'inflation, il faut bien le comprendre. Et en fait, euh, ça pouvait paraître contre-intuitif que je dise que l'inflation ce soit une bonne chose pour l'économie, avec un juste milieu quand même, hein, attention. Pourquoi est-ce que l'inflation c'est un problème, dans quel cas, etc. etc. Je voulais vous parler dans un premier temps, très rapidement, de ce qu'on appelle la courbe de Phillips, qui est en fait une forme d'arbitrage entre l'inflation et le chômage. Je vous avais raconté ça rapidement, mais en fait l'idée c'est que si demain, par exemple, prenons une entreprise qui embaucherait 100 travailleurs euh, à un certain salaire, si demain on a une déflation, les gens vont moins consommer, forcément ça va être une perte de chiffre d'affaires et de bénéfices pour cette entreprise. Même si c'est un truc dans des trucs qui sont, une entreprise qui travaille, je sais pas, dans l'alimentaire, tu vois, qui est pourtant vitale, il y aura quand même une baisse du chiffre, d'accord? Et une entreprise, enfin après ça dépend ce qu'on appelle le modèle insider-outsider, on aura l'occasion d'en parler sans doute plus tard. Mais en fait, euh, une entreprise, elle n'a pas intérêt à garder 100 travailleurs si son chiffre d'affaires baisse, d'accord? Parce que au final, sa production, enfin ça va impacter sa production et donc impacter le nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc il y a une relation négative entre l'inflation et le chômage, d'accord? Si l'inflation augmente, le chômage diminue. Et inversement, d'accord? On l'étudie souvent sur des modèles simplifiés, mais l'idée, c'est ça. Il y a un impact entre les deux. Mais je sais que beaucoup de personnes vont me prendre des cas de figure où ça va pas forcément être vrai. Celui qui me vient en tête, c'est le cadre du Venezuela où il y a beaucoup d'inflation, beaucoup de chômage. Et là, on est dans des cas un petit peu plus particuliers parce que effectivement, c'est possible d'avoir peu d'inflation et peu de chômage sur une période. Si la Banque centrale, par exemple, triche sur son annonce d'inflation, les marchés financiers en fait fonctionnent beaucoup par confiance. Donc, si tu trahis leur confiance une fois, ils n'ont pas intérêt à continuer à t'écouter. Et en fait, ça a des impacts désastreux par la suite. Et dans le cadre du Venezuela, c'est encore un autre truc, d'accord? Donc effectivement, c'est possible d'avoir beaucoup d'inflation et beaucoup de chômage, comme on peut l'observer, mais en réalité, ça dépend souvent d'un autre élément extérieur, d'accord? Dans des économies en bonne santé qui sont gérées par une banque centrale plutôt indépendante de l'État, parce que le gouvernement, par exemple, typiquement, a intérêt à tricher, à faire peu d'inflation et peu de chômage juste avant une élection, par exemple. Donc dans des pays où, comme on peut avoir par exemple au Portugal, si je dis pas de bêtises, dans des pays comme par exemple en France, où on a une banque centrale plutôt indépendante plutôt stable, d'accord, on a cet arbitrage, d'accord. Donc aujourd'hui, ça c'était un premier point que je voulais voir un petit peu avec vous, mais ça j'avais plutôt bien développé dans la vidéo sur le Bitcoin. Là, le sujet, il va être beaucoup plus intéressant parce que on va voir le cas de la crise grecque. Alors, je vous l'avais plutôt bien résumé en description, ce qui s'était passé avec la Grèce, d'accord, avec la crise de l'euro. Si vous n'avez pas vu cette vidéo ou même lu un petit peu un résumé, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur le Bitcoin en description. J'ai tout résumé ce qui s'était passé. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils avaient eu une crise avec une dette qui n'était pas soutenable. Et j'avais laissé sous-entendre que pour la Grèce, l'inflation a été une bonne chose. Il y avait aussi un problème avec la croissance des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, d'accord? On va essayer de voir ça tous ensemble. On va essayer de le voir mathématiquement. On est sur une installation très très particulière, hein. J'ai littéralement scotché des feuilles à un mur pour essayer de vous écrire, d'accord? Donc en fait, je vais essayer de vous expliquer mathématiquement ce qui s'était passé. Avant de voir un petit peu, d'essayer d'analyser économiquement et mathématiquement la dette par rapport à d'analyser un petit peu les éléments qui constituent la dette, essayer de les analyser pour comprendre ce qui s'est passé en Grèce, on va d'abord essayer de faire un petit plongeon dans le calcul de la dette. Alors, si vous n'êtes pas très bon en maths, c'est pas grave, parce que je suis là, vous en faites pas.
parce que en fait, je vais essayer de simplifier au maximum et de tout expliquer. Vous allez voir, en fait, si vous suivez la vidéo, normalement, c'est pas très dur, parce que c'est plutôt intuitif sur certains points, d'accord? Si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas, mais normalement, cette vidéo, elle est faite pour que même si vous êtes pas très bon en maths, vous pouvez comprendre ce que je dis, d'accord? Par ailleurs, si ça vous intéresse pas forcément, j'essaierai de mettre des timecodes dans la description pour que vous puissiez aller directement à certains points de la vidéo, zapper la partie mathématique et directement aller un petit peu dans l'interprétation. D'accord? Bref, je vais commencer et avant ça, je vais juste faire un petit zoom sur mes feuilles. Bon, normalement, ça a l'air d'être pas trop mal, d'accord, si je dis pas de bêtises. Alors, dans un premier temps, avant de s'attaquer à quoi que ce soit, on va d'abord écrire l'équation. On va d'abord écrire la dette mathématiquement, comment on la calcule, d'accord? Je vous ai mis à droite, normalement ça se voit pas super bien, mais c'est pas bien grave parce que dans tous les cas je vais le développer. Je vais détailler tous les éléments qu'on va utiliser, d'accord? Donc la dette, déjà, il faut bien comprendre, c'est qu'on la note B de T, d'accord? BT, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la dette à la période T. Donc souvent, une période en question, on prend souvent une année. Donc là, dans le cadre de cet exemple, en fait, on va dire qu'on est en 2011, d'accord? Donc je vais mettre entre parenthèses, comme ça va être intéressant. T, c'est égal à 2011. Ok? Donc, comment on va expliquer tout ça, d'accord? Ah, on voit pas très bien, bon, c'est pas grave. Comment on explique tout ça? En fait, la dette de 2011, ça va être égal à la dette de l'année dernière, plus les intérêts de la dette de l'année dernière, d'accord? Ça s'explique simplement, parce que moi, par exemple, admettons, je dois 10 000 euros à quelqu'un, à une mafia, j'en sais rien, dans le coin, d'accord? La dette que je dois en 2011, ok, ça correspond aux 10 000 euros que je dois de l'année dernière, plus les intérêts, d'accord? Ce qui est logique. Alors je pourrais développer un petit peu, faire BT-1, ce qui correspond à la dette de l'année dernière, plus R fois BT-1 qui correspond aux intérêts, mais je vais directement le factoriser. Vous allez voir, on va faire 1 plus R facteur de B de T moins 1. Ok? Et là on voit bien si on distribue le BT-1, on obtient bien que c'est la dette de l'année dernière plus ses intérêts. D'accord? Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Mais normalement, ça, il ne devrait pas forcément y avoir de problème. D'accord? Donc là, fondamentalement, pardon, la dette de cette année, ça correspond à la dette de l'année dernière plus ses intérêts. À ça, on va venir ajouter les dépenses que je vais appeler G de T. D'accord? Donc les dépenses de l'État à la période T. Ok? Parce que finalement, si un État a une dette, c'est qu'elle a des dépenses qui ne sont pas couvertes par ses impôts, d'accord? Pour grossir un peu le trait. Donc c'est ce que j'explique ici. La dette à l'année 2011, ok, ça correspond à la dette de l'année dernière plus ses intérêts, sur lesquels on va ajouter les dépenses, d'accord? Et à ça, on va venir retirer le revenu, qu'on appelle T. Okay, les revenus à la période T. Et là, on a notre calcul de la dette. D'accord? Notez bien évidemment que ça, je vais essayer de ne pas dépasser sur mon mur, c'est le déficit en fait. Enfin, c'est le déficit primaire. Ok? C'est-à-dire que si le déficit primaire il est positif, ça veut dire que l'État dépense plus d'argent qu'il n'en gagne à travers ses impôts. D'accord? Si vous avez un déficit primaire, ça veut dire que l'État gagne plus de revenus avec ses impôts qu'il n'en dépense dans ses mesures, etc. etc. Okay, c'est ce que le déficit ici représente. Si ici vous avez un déficit négatif, ça paraît logique que ça va diminuer votre dette. D'accord? Donc voilà, ça c'est le calcul de la dette. Sauf qu'on ne va pas utiliser ce calcul-là. Pourquoi? Parce que ça va vous donner la valeur de la dette. D'accord? Ça va vous donner une valeur. Si par exemple la dette correspond à 1 milliard d'euros, on peut se dire, oh mon Dieu, c'est énorme, comment on va faire pour rembourser tout ça? En fait, si la dette correspond à 1 milliard d'euros, pour la France, c'est rien, d'accord? 1 milliard d'euros de dette par rapport à la France, c'est rien.
Si vous prenez un pays un petit peu moins économiquement développé, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Micronésie. La Micronésie, c'est là 1 milliard de dettes, ça commence à puer un petit peu pour elle, d'accord? Du coup, on va essayer de comparer la dette à son économie, ok? Souvent, quand vous regardez sur Internet dette de la France, on l'exprime en pourcentage par rapport à son PIB, ok? Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire BT divisé par YT. Alors YT, ça représente le PIB à l'année T, ok? Et en fait, quand on le divise, ça va faire petit b de T, ok? Le petit b, ça correspond à la dette divisée par le PIB, d'accord? Ça va être égal à... ouais, je vais un peu tricher. 1 plus R sur YT, d'accord, fois BT moins 1. Le problème, et ça, vous avez bien, faut bien le comprendre parce qu'on va essayer de le revoir juste après, c'est que BT moins 1, donc la dette de l'année dernière, elle est représentée en euros de l'année dernière, ok? Donc là, on avait dit quoi? On avait dit que T, c'était égal à 2011, ok? C'est-à-dire que la dette à la période T, ok, la dette de 2011, elle est exprimée en euros de 2011. On l'a divisé en PIB de l'année 2011, donc ça reste la même unité, d'accord? Donc on peut le simplifier comme ça. Et ça ne va pas être le cas avec BT-1. Parce que BT-1, l'unité, c'est des euros, oui, mais ce n'est pas des euros à la même période. Ok? Rappelez-vous que entre l'année 2010 et 2011, il y a eu de l'inflation, d'accord? Donc c'est pas exactement la même unité. Donc on ne peut pas le simplifier comme on a fait ici. En fait, pour simplifier BT-1 avec un PIB, on va le simplifier avec le PIB de l'année dernière. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser et multiplier de chaque côté. Du coup, on va avoir petit b de t moins 1, ok? Donc c'est-à-dire la dette de l'année dernière exprimée au PIB de l'année dernière, et on va multiplier de l'autre côté, d'accord? Y de t moins 1. J'espère que c'est... Je vais quand même vérifier à la vidéo, à la caméra si on voit bien. Ouais, on voit bien, ok. Ensuite, on a le déficit, ok? Alors en fait, dans le cadre de cet exercice, on va plutôt faire l'inverse, on va faire le surplus, ok? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le surplus, c'est l'inverse du déficit, c'est-à-dire le revenu moins les dépenses budgétaires, ok? Et au final, ça va faire moins SP à la date T, ok? SP, c'est le surplus primaire par rapport au PIB à la date T, ok? Pourquoi on a un moins ici? Tout simplement parce qu'on a factorisé le moins, d'accord? Là, ça, je vais le mettre, à côté. Ah oui, non, là on va pas voir. SP de T, c'est égal à T de T moins les dépenses à l'année T divisé par le PIB à l'année T. Ok? Là concrètement, SPT c'est ça. Ok? Et on peut le retrouver facilement depuis la forme, l'équation d'au-dessus. Ok? Ce qu'on a fait, c'est juste là, on a fait. Je vais essayer d'expliquer un peu plus en détail pour éviter que certains d'entre vous soient perdus. Ce qu'on a fait concrètement, c'est que on avait G de T moins T de T. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait juste ça. Ok? Voilà. Et donc là, du coup, on commence à avoir quelque chose. D'accord? Quand on regarde bien, attendez, j'ai un petit problème de son. Quand on regarde bien, on a bien le PIB à l'année T exprimé, on a quelque chose, d'accord? Le problème, heureusement que j'ai pensé à prendre d'autres feutres, ok, c'est qu'on a quelque chose un peu bizarre, c'est qu'on va venir comparer le PIB de l'année précédente avec le PIB de cette année. Donc non seulement c'est pas la même unité, mais en plus de ça, ça correspond à quoi? YT-1 divisé par YT, ça correspond à quoi? Ça correspond à rien, d'accord? C'est une monstruosité, ok? Donc on va voir un peu comment on va essayer de modifier ça. Dans un second temps, on remarque que ça, 1 plus R fois BT moins 1, ça représente comment
évolue ma dette au fur et à mesure du temps. Ok? 1 plus R, ça montre comment ma dette évolue. Ok? Et le problème, c'est que là, on est sur une équation, on va venir comparer la dette par rapport à notre économie. Donc, ce serait logique de faire apparaître un petit peu la croissance de notre économie. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais le faire de l'autre côté. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire apparaître la croissance. Alors, le calcul de la croissance, ça va être valeur finale. Donc, là, on va utiliser notre PIB nominal. D'accord? Donc, Y de T, valeur finale, moins valeur initiale, à savoir Y de T moins 1, divisé par valeur initiale, Y de T moins 1. Okay? Et ça va être égal à gamma. Gamma qui correspond en fait à la croissance de notre PIB. C'est le calcul, d'accord? C'est ce qu'on fait. On compare comment a évolué notre PIB en 2011 par rapport à celui de 2010, d'accord? Le problème, et là ça va être exactement le même problème qu'on avait tout à l'heure, rappelez-vous, c'est qu'on exprime le PIB à l'année T avec le PIB de l'année dernière. Et ils ne sont pas exprimés avec la même unité. Là, c'est des euros de 2011 et là, c'est des euros de 2010. Entre-temps, il y a eu de l'inflation, d'accord? Et cette inflation, il va falloir l'écrire quelque part. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la représenter ici, ok? La croissance ici, ça va être en pourcentage. L'inflation, souvent, on la représente en termes de pourcentage, ok? On va faire apparaître l'inflation. L'inflation est la note pi. Pourquoi est-ce qu'on l'additionne? Parce que quand on voit, si par exemple on prend y de t-1, pour obtenir yt, on va ajouter la croissance et on va ajouter l'inflation. D'accord? Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ok, ça peut ne pas forcément être évident. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est là où la vie est plutôt bien faite. Tout à l'heure, on avait cette monstruosité de yt-1 divisé par yt. Et là, on remarque qu'on a y de t divisé par y de t-1. D'accord? Donc, on peut essayer de faire quelque chose pour remplacer y de t-1 sur y de t. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on remarque aussi, j'ai oublié de le noter. Ah, j'ai plein de feutres, je suis trop content. C'est que y de t-1 divisé par y de t là, ça, c'est égal à 1. D'accord? Du coup, comment on développe un petit peu cette équation? Ça, c'est comme si on écrivait y de t sur y de t moins 1 moins 1, d'accord? Et ça serait égal à la croissance plus pi, d'accord? Le truc, c'est que le moins 1, on peut le passer de l'autre côté, ok? Ça ferait y de t sur y de t moins 1 égale à 1 plus gamma plus pi, d'accord? Et, chose assez incroyable, c'est que juste ici, je le rappelle, juste ici, on avait y de t-1 divisé par y de t. Et là, on a l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est dans la question. Bah, on l'inverse. Okay, et c'est ce que je vais faire dans la ligne d'après. Okay, je vais faire 2 étapes. Première étape, je vais balancer le moins 1 de l'autre côté. Deuxième étape, je vais inverser yt, y de t moins 1. Donc ça équivaut à dire que y de t moins 1 sur y de t, ça va être égal à 1 sur 1 plus gamma plus pi. Et là, c'est formidable. Pourquoi c'est formidable? Parce que on a trouvé comment exprimer y de t moins 1 sur y de t, en fait, par rapport à la croissance et au PIB. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce terme-là dans notre équation de notre dette avec ça. Ok? Donc, c'est ce que je vais écrire juste après. Si vous avez des questions, si je vais un petit peu trop vite, si je développe mal certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que ça peut être assez intéressant. Okay, donc qu'est-ce qu'on a? On a B de t, ça va être égal à 1 plus R sur 1 plus gamma plus pi, d'accord? À savoir comment
évolue, enfin, gamma, c'est notre croissance de notre PIB plus l'inflation, fois BT moins 1, moins le surplus primaire par rapport au PIB à l'année T. Et là, c'est génial, parce que on a le calcul qu'on va utiliser, d'accord? Ce qui va être intéressant là-dessus, ce qui va être intéressant à comprendre, et ça, normalement, si vous avez l'œil, si vous l'avez remarqué, sachez que vous êtes des boss. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est pas grave. Mais en fait, là, 1 plus gamma plus pi, ça montre comment évolue notre économie. Juste ici, 1 plus R, ça représente comment évolue notre dette au fur et à mesure du temps. Donc là, on a quelque chose à faire là-dessus, ok? Il faut aussi bien comprendre quelque chose, c'est que si vous n'avez pas remarqué, là, on a une équation du style y égale a x plus b, d'accord? Où a, justement, c'est cette relation entre la croissance de notre dette par rapport à la croissance de notre économie, ok? Maintenant, on va essayer de retourner un petit peu dans l'analyse, ok? Notre analyse, enfin, qu'est-ce qu'on s'était dit? Dans le cas de figure de la Grèce, ils avaient une dette qui était dite non soutenable. Une dette qui est non soutenable, ça veut dire que la dette explose au fur et à mesure du temps. D'accord? Ça veut dire ça. Non soutenable, ça veut dire que la dette, elle explose. D'accord? C'est l'inverse d'avoir une dette soutenable. Une dette soutenable, c'est juste que ton économie croît plus rapidement que ta dette. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ta dette, elle représente une plus petite partie de ton économie. Ok? Dans le cadre de la Grèce, durant la crise de l'euro, durant la fameuse crise grecque, la dette de la Grèce, elle était insoutenable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais peut-être utiliser un petit truc un peu plus petit. Ouais. Ça veut dire que notre A, donc 1 plus R divisé par 1 plus gamma plus pi, ce résultat-là, il était supérieur à 1. D'accord? S'il est supérieur à 1, ça veut dire que notre dette augmente plus rapidement que notre économie. Okay, dans le cas de figure de la Grèce, enfin d'une manière générale, si vous avez ce coefficient qui est supérieur à 1, il y a de fortes chances que votre dette soit donc soutenable. En vérité, ça va dépendre aussi du surplus primaire, d'accord, de notre B. On ne va pas s'intéresser aujourd'hui au surplus primaire, d'accord? C'est un peu plus poussé. Faudrait faire un graphique et c'est chiant à faire les graphiques, d'accord? Là, le problème, c'est que si notre A ici est supérieur à 1, ce qui s'était passé en Grèce, d'accord, notre dette n'est pas soutenable. Il faut bien comprendre, c'est que si ce coefficient-là est inférieur à 1, dans ce cas-là, notre dette est soutenable. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de question de surplus primaire ou je sais pas quoi. Non. Si ça, c'est inférieur à 1, notre dette est soutenable, point barre. D'accord? Et admettons, on va réfléchir un petit peu comme des Grecs, mais en sachant gérer un budget cette fois-ci. On va se dire, ok, là, on a un 1 plus R divisé par 1 plus gamma plus pi. J'ai ça qui est supérieur à 1. La question qui sont posées, c'est comment faire pour avoir ça de manière à ce que ce ne soit plus supérieur, mais bel et bien inférieur à 1. Comment on fait? Et là, c'est là où vous serez un boss pour une deuxième fois, c'est que vous remarquez qu'il y a des variables. Okay, là, votre A, en fait, il dépend du taux d'intérêt R. Il dépend aussi de la croissance gamma de votre économie. Et il dépend également de l'inflation. Okay, donc, naturellement, on va se dire que pour pouvoir avoir une dette soutenable, on va devoir jouer sur une de ces trois variables. D'accord? Et c'est le cas. Okay, on va essayer de modifier R, gamma ou pi. On va faire même plus que ça. Okay, on a 3 options pour faire en sorte que notre dette soit soutenable. Soit on diminue le taux d'intérêt. Dans le cas de la Grèce, c'est pas possible. D'accord?
Parce que si vous aviez vu, je l'avais plutôt bien expliqué, mais en fait, le problème, c'est que la Grèce, entre les années 2004 et la crise de 2008, elle a pu emprunter à des taux d'intérêt extrêmement faibles, d'accord, dû à une convergence des taux d'intérêt, parce que l'Union européenne utilisait une monnaie commune qui est l'euro, ok? À partir de 2008, ça s'est arrêté. Et le problème, c'est que la Grèce, elle a pu emprunter avec des taux d'intérêt qui sont très très faibles parce qu'on s'est dit, mais c'est pas risqué. Alors que si, en fait. Donc du coup, elles peuvent pas renégocier les taux d'intérêt pour les faire diminuer. Parce que concrètement, quitte à renégocier les taux d'intérêt, en fait, elle peut uniquement les faire monter. Ok. Donc déjà, ça, ça va pas être possible pour le cas de figure de la Grèce. D'accord. Elle peut également augmenter sa croissance. Sauf que ça, vous vous doutez bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok. Déjà que pour des pays qui ne sont pas en crise, augmenter la croissance, c'est pas évident. Alors imaginez un petit peu si vous êtes en crise. Bon, concrètement, l'idée à comprendre derrière, c'est que c'est mort. Ok. Et enfin, le troisième cas de figure, et c'est là justement où ça va être intéressant. Dernière chose à faire, c'est que la Grèce pouvait augmenter l'inflation. Et ça, c'est ce que va faire beaucoup de pays quand ils sont en crise. Ok. Le Venezuela, c'est ce qu'ils ont fait. Beaucoup d'autres exemples, ok, que je ne citerai pas pour des raisons évidentes que je ne les ai pas en tête. Mais sinon, augmenter l'inflation, c'est aussi une solution. Ok. Alors en fait, l'idée derrière d'augmenter l'inflation, c'est une question de favoriser les exportations. Enfin, ce sont des choses comme ça. Ok. Alors faire toutes ces politiques-là, en vérité, c'est un coût. Ok. Si vous augmentez l'inflation, c'est pas juste une solution miracle, beauté, etc. En vérité, si vous augmentez l'inflation, il va y avoir des problèmes derrière euh, quand, comment dire, par rapport à votre population. Ok, vous dévaluez volontairement votre monnaie, du coup, c'est pas bon. Et dans tous les cas, la Grèce ne pouvait pas le faire parce que si vous utilisez l'euro, la Grèce n'est pas le seul à utiliser l'euro, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Du coup, pi, ce n'est pas possible. Ok. Et admettons que à l'avenir, pour faire le lien avec la dernière vidéo Bitcoin, étant donné que les États n'ont pas la main mise, enfin la Banque centrale n'a pas la main mise sur l'inflation, ça va être exactement le même problème. Étant donné qu'il n'y a pas d'inflation qui est gérée par la Banque centrale parce qu'il y a une quantité limitée de Bitcoin, ça vous enlève une des nombreuses options en cas de crise. Ok, c'est pour ça que c'est l'une des raisons qui m'avait amené à penser que appliquer Bitcoin, c'est compliqué. Ok. Alors, juste pour avoir un peu une idée de comment la crise grecque s'est réglée, vous voyez pas, mais en fait, je fais de gros guillemets avec les doigts. En fait, quand vous avez votre coefficient A qui est supérieur à 1, je vous avais expliqué rapidement que ça va dépendre du surplus primaire. Ok. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait plusieurs organismes européens qui avait proposé une aide à la Grèce pour augmenter en fait son revenu d'un coup. C'est une solution parce que sinon tu étais obligé d'augmenter les impôts et les gens n'aiment pas tellement les impôts. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait eu aussi un petit problème en Grèce, c'est que les organismes européens avaient déjà donné une grande partie, enfin une partie de l'argent, enfin ils avaient un plan en fait pour relancer la Grèce sur de bonnes voies. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu des élections, si je dis pas de bêtises, et du coup, il y avait eu un parti assez populiste à la tête qui s'est juste contenté de refuser ce plan d'aide, ce qui a remis la Grèce dans la merde. Et au final, maintenant, c'est bon, ils ont accepté. Du coup, en fait, ça va se jouer surtout sur le surplus primaire. D'accord. Donc bon, cette vidéo, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que l'inflation, ça a un impact sur la dette. D'accord. Augmenter l'inflation, c'est rendre une dette insoutenable, potentiellement de nouveau soutenable. D'accord. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de jouer là-dessus. De l'autre côté, ça va vous permettre justement de voir que, enfin un petit peu mieux mathématiquement, qu'est-ce que c'est la dette, etc. Donc bon voilà. Si vous avez des questions, si j'ai mal présenté un aspect de l'équation, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je répondrai à vos questions avec un très très grand plaisir. D'ici là, moi je vais vous laisser. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne journée à vous.